Bienvenue à Grenoble École de Management. Merci de votre présence, merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. Nous avons le plaisir et l'honneur donc d'accueillir ce soir Monsieur Francis Kpatindé, qui est donc diplômé d'études supérieures en diplomatie et en administration des organisations internationales, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, ex-porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève, puis en Afrique de l'Ouest, et qui est donc enseignant à Sciences Po Paris. Monsieur Kpatindé, bonsoir. Bonsoir. Je veux juste remercier quand même déjà le Festival Géopolitique de m'avoir invité, de m'avoir convié ici. C'est avec plaisir que je compte m'exprimer devant vous. Merci, je vous demande donc de l'accueillir, s'il vous plaît. Alors, la conférence de ce soir a pour thème la révolution burkinabé est-elle exportable ? La révolution burkinabé, c'est ce soulèvement populaire qui a eu lieu le 28 octobre 2014 et qui a eu pour conséquence le renversement de la présidence de Blaise Compaoré, qui était président de la République du Burkina Faso depuis 1987, à la suite d'un coup d'État contre Thomas Sankara, dont je suppose vous connaissez tous l'histoire, assassiné de manière tragique. Cette année 87, qui était lui-même à la tête du mouvement des non-alignés et qui était à la tête d'une révolution également. Donc cette révolution qui a eu lieu en 2014, on peut se poser la question si effectivement c'est la révolution arabe de l'Afrique subsaharienne, si cette révolution est exportable dans le reste de l'Afrique subsaharienne ou d'autres dictatures existent toujours. Je peux prendre pour exemple, on prendra d'autres exemples de dictatures pendant cette conférence. Je laisse donc la parole à M. Kpatindé pour vous faire une présentation générale d'abord de ce qu'est la révolution burkinabé de 2014. Je n'ai pas de document PowerPoint, mais bon, je vais essayer de répondre à vos questions. Voilà, ça va. Alors, juste, donc encore merci à l'assistance d'avoir répondu donc présente à cette conférence. Alors, ce que je voudrais dire d'abord pour la clarté de l'exposé puis du débat, d'abord planter le décor. Qu'est-ce qui se passait au Burkina Faso il y a 17 mois? Il y a 17 mois, il y avait un président de la République, Blaise Compaoré, un militaire, qui a troqué le treillis contre le boubou ou le costume 3 pièces, et qui dirigeait ce pays depuis 1987, donc 27 ans de pouvoir, un pays aussi grand que l'Italie, un pays de 17 millions d'habitants. Et Blaise Compaoré, tous les jeunes qui avaient la trentaine dans ce pays n'ont connu d'autre président que Blaise Compaoré. Ça, c'est le premier point. Alors, au bout de 27 ans, il lui est passé par la tête de vouloir réviser la Constitution. Et la Constitution de 1991, surtout l'article 37 de cette Constitution, qui limite toujours d'ailleurs, à 2 le nombre de mandats, le nombre de quinquennats. Donc cet article dit de mémoire que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Sous la plume des réviseurs, cet article devait être transformé en rééligible 2 fois. Donc c'était juste pour ça, c'est l'article 37 de la Constitution du Burkina Faso. À la suite de cette tentative de révision de la Constitution, la foule est descendue dans les rues. Il y a eu jusqu'à 1 million de personnes fin octobre dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et Blaise Compaoré a été renversé. Disons, là où les militaires putschistes ont échoué en 27 ans, là où les syndicats classiques ont échoué, apparemment la jeunesse mobilisée a réussi à renverser Blaise Compaoré. La France est intervenue le 31 octobre 2014 pour l'exfiltrer vers la Côte d'Ivoire, le pays d'origine de son épouse. Alors, à la tête de ces manifestations, il y avait des jeunes, ce qu'on appelait le mouvement citoyen, ballet citoyen, donc,
parce que ce n'était pas les militaires qui l'ont renversé, ce n'était pas les syndicats classiques, mais c'était des jeunes. Et ces jeunes, je les ai rencontrés à plusieurs reprises depuis 2 ans. J'ai rencontré au Burkina Faso, à Berlin, à Genève, à Munich, et à Paris, naturellement. Donc j'ai fait des interviews pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Est-ce que c'était un mouvement spontané? Est-ce que c'était organisé? Et j'ai essayé aussi également de comprendre les caractéristiques de ce mouvement. Alors, d'abord, je ne connais pas les causes. Pourquoi Blaise Compaoré a été renversé? Mais il a été renversé parce que la population du Burkina Faso est extrêmement jeune. Vous avez entre 46 et 48% de la population a entre 0 et 14 ans, selon les chiffres de l'UNFPA, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour la population. Donc c'est une population extrêmement jeune. À titre de comparaison, il n'y a que 19% de la population française qui se situe dans cette tranche d'âge. Donc entre 46 et 48% ont 0 à 14 ans. Et 65% de la population a moins de 25 ans. Donc, Blaise Compaoré, il y avait un phénomène d'usure, de voir toujours la même personne. Vous savez, de manière générale en Afrique, il y a plusieurs présidents, je l'ai dit tout à l'heure dans une table ronde, qui accusent une trentaine d'années à la tête de l'État. Vous avez 2 présidents qui ont actuellement 37 ans à la tête de leur pays, le président d'Angola et le président de Guinée équatoriale. Vous avez également des gens comme, je ne parle pas de l'âge pour le moment, je parle juste du nombre d'années passées à la tête de l'État comme président de la République. Vous avez des gens comme le président Biya, qui est au pouvoir depuis 1982. Donc vous voyez, si vous prenez ces personnes, ces chefs d'État, ben, ils ont été au pouvoir en même temps que quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, depuis, il y a quand même eu Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy, et actuellement, il y a François Hollande. Donc, il y a lieu de parier, on peut parier que, bon, ils connaîtront le successeur de François Hollande, puisque les sondages sont plus bas actuellement pour le président français. Alors, pourquoi il y a eu ce mouvement? Parce qu'il y a une velléité, une tentative récurrente en Afrique de toucher à la Constitution, de tripatouiller les constitutions. Les constitutions sont là, elles ne sont peut-être pas acceptées par tout le monde, ça a été adopté par référendum, mais la propension des chefs d'État à vouloir toucher ces constitutions heurte beaucoup de jeunes. Alors là, je dois vous indiquer un fait nouveau. Dans les années 70 et 80 en Afrique, on descendait dans la rue pour réclamer le paiement des bourses, le paiement des arriérés de salaire, pour défendre les franchises universitaires. Mais aujourd'hui, le fait nouveau, c'est qu'on descend dans la rue pour défendre la Constitution. Et parfois, les gens qui descendent dans la rue ne comprennent pas grand-chose au test, mais ils savent au moins une seule chose, c'est qu'un président élu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ça, ils le savent, même s'ils ne connaissent pas les autres articles de la Constitution. Alors, il y a également, il faut le dire, un effet domino, ça c'est vrai. Le fait, beaucoup de jeunes en Afrique rêvent de dupliquer ce qui a réussi à leurs yeux au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, dans les années 2011-2012, il y a eu un mouvement qu'on a appelé Y en a marre. Et au Burkina Faso, il y a donc le ballet citoyen. Donc, beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui rêvent de dupliquer ce qui, à leurs yeux, a réussi au Sénégal et au Burkina Faso. Donc, il y a un effet mimétisme. Alors, il faut savoir également que de plus en plus en Afrique, il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir politique, mais également des partis politiques de l'opposition. Il y a une défiance parce que les gens trouvent que c'est des partis qui n'ont rien fait, qui manquent d'imagination, qui n'ont pas su incarner l'avenir, une politique de rechange. Par ailleurs, les syndicats classiques aussi, il y a une défiance, une méfiance rédhibitoire à leur endroit parce que c'est des syndicats collabos. Alors, quelles sont les caractéristiques du mouvement citoyen? Ce mouvement qui, comme une lame de fond, a balayé Blaise Compaoré. Le premier critère, c'est que ce sont des mouvements jeunes. C'est des mouvements de jeunes. Le deuxième critère, c'est que ce sont des mouvements non violents. Le troisième, c'est que le leadership est éduqué. Vous avez vu, il y avait un Rasta et un
un rappeur à la tête du mouvement au Burkina Faso, donc Samska Le Dia et Smokey, mais ils m'ont confié que, moi je croyais que c'était des chanteurs, des artistes, et en fait à la base c'était des enseignants. Et vous retrouvez dans le leadership de ces mouvements des jeunes éduqués, des avocats, des architectes, des médecins, des pharmaciens, et vous avez donc, ce ne sont pas, vous avez également des étudiants, bien entendu. Alors c'est une génération geek, c'est des gens qui sont extrêmement branchés. Ils sont permanemment, quand vous discutez avec eux, ils ne vous regardent pas, ils sont tout le temps en train de poster des choses, Facebook, Twitter, et tout. Ils sont permanemment connectés avec le reste du monde. Ceux qui ont les moyens ont des iPhones ou bien des Samsung, mais les autres ont des téléphones chinois. Avec l'avènement de la téléphonie chinoise, en fait, des smartphones chinois en Afrique, ça est en train de bouleverser les choses parce que c'est bon marché et on peut avoir l'accès à Internet grâce à la 3G. Donc c'est très intéressant. Ils m'ont dit également qu'ils n'allaient jamais aux manifestations sans caméra. Ça, c'est un précepte. Aller aux caméras toujours avec aller aux manifestations toujours avec une caméra pour poster, pour que ce soit live, pour que les gens vous voient, pour qu'on voit la répression, le vrai visage du régime. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, c'est une génération également mélomane et poétique, de poètes. C'est des gens qui font dans le slam, qui font le rap, et qui, en fait, contestent le régime par ces codes nouveaux, codes jeunes. Parce que ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que pendant longtemps, ils ont fait leur révolution au Burkina Faso, est tout sauf spontané. Ils l'ont préparé avec des comités de quartier qui ont été mis en place pendant 3 ans. Les 3 années qui ont précédé la chute de Blaise Compaoré, ce n'était pas une révolution spontanée comme beaucoup de journaux, y compris moi d'ailleurs, et comme beaucoup de journaux l'ont dit, c'était préparé à l'avance. Il y avait des comités de quartier, des agitateurs et tout, avec des remontées de l'information de l'arrière-pays vers la ville. Parce que, je dois vous dire, ce sont des acteurs urbains. Ce n'est pas une révolution rurale, ce sont des acteurs qui vivent en ville ou dans la périphérie des villes. Et ce sont des mouvements qui veulent balayer. D'ailleurs, les noms, vous voyez les noms qu'ils prennent, c'est quoi? Balai citoyen, il y en a marre. Au Bénin, c'était touche pas à ma constitution. Donc, en RDC, c'est Filimbi et tournons la page. Vous voyez, donc ce sont des slogans, ce sont des petites phrases qui frappent, qui font bip. Alors, est-ce que cette révolution d'octobre, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler, hein, cette nouvelle révolution d'octobre est duplicable et exportable aux autres pays africains? Vous savez que depuis, il y a des problèmes au Burundi, où il y a des mouvements citoyens, en RDC, République démocratique du Congo, au Congo, Brazzaville, où on va voter dimanche prochain dans des conditions calamiteuses. Est-ce que c'est duplicable à ces pays-là? A priori, oui, puisque au niveau de la population de la plupart de ces pays est assez jeune, entre 40 et 70% de la population, ce sont des jeunes. Donc, c'est quasiment les mêmes situations qu'au Burkina Faso. Dans ces pays, vous avez des dirigeants indéboulonnables, des gens qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 32 ans, voire bientôt 40 ans. Si vous jetez un regard sur toute l'Afrique centrale, c'est un glacis. Parce que c'est là où il y a le plus de problèmes. C'est la région la plus riche de l'Afrique francophone, mais c'est là où il y a le plus de problèmes. C'est là où vous avez des chefs d'État qui sont en poste depuis fort longtemps. Vous avez l'Équato-Guinéen, vous avez le Idriss Déby, vous avez le Camerounais, vous avez Sassou Nguesso qui est parti, qui a pris le pouvoir en 1979, qui a été balayé par une élection en 1992, qui est revenu les armes à la main en 1997 et qui est toujours là et qui vient de faire une réforme constitutionnelle au mois d'octobre et faisant sauter le verrou de la limitation de mandat. Et maintenant, la nouvelle constitution congolaise, le Congo-Brazza, dit qu'on peut être élu pour 5 ans, renouvelable 2 fois. Donc, si tout va bien, dans 15 ans, il sera toujours aux commandes de son pays. Vous avez également donc les dirigeants indéboulonnables, des économies en berne, une jeunesse également qui est utilisée que chair à canon. Vous voyez, au Congo RDC, il y a eu une guerre, ce qu'on a appelé la 3e guerre mondiale au Congo, mais personne n'en a parlé. Il y a eu 2-3 millions de morts dans ce pays, et souvent c'était des jeunes qui étaient instrumentalisés par les hommes politiques, les clans, pour aller se battre et servir de chair à canon.
Alors, donc, on a des situations sociopolitiques similaires. La fréquence des élections, parce qu'il y a quand même un acquis en Afrique depuis les années 1990, c'est la récurrence des élections. Quasiment tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans ou tous les 6 ans, pour ce qui concerne le Libéria, les gens votent, quasiment à date échue. Ces élections sont une bonne chose, mais ça provoque des crispations. Donc, et il y a également de plus en plus de velléités donc, de passer outre la règle de limitation des mandats, la corruption qui gangrène le corpus social, et l'émission également, il faut le dire, des puissances occidentales, de certaines puissances occidentales dans le jeu politique. Alors, l'échec des pouvoirs, mais l'échec des partis politiques d'opposition et des syndicats a alimenté la naissance, l'émergence des mouvements citoyens, des jeunes, qui ont décidé de se prendre en charge. Et vous avez également des organisations régionales, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEMAC, la SADC, et vous avez l'Union africaine, qui sont en fait des appendices des chefs d'État. C'est un syndicat de chefs d'État et qui n'incarne pas l'avenir, qui n'incarne pas le renouveau. Donc ces jeunes ne se reconnaissent pas dans ces mouvements. Alors tous ces échecs ont fait le lit de la société civile. Et donc, voilà, on aboutit à ce qu'on a vu au Burkina Faso, qui a été une grande surprise pour la plupart des mondes, parce que vous savez, Blaise, c'était Blaise Compaoré, parce qu'au Burkina Faso, on appelle les chefs d'État par leur prénom. Blaise Compaoré, c'était un baobab. Pour déraciner un baobab, il faut être autrement musclé, vous voyez. Donc, et les jeunes ont réussi ça. Alors, ces mouvements citoyens, pourquoi ? C'est des mouvements qui suppléent l'absence d'une réelle opposition. Il n'y a pas d'opposition structurée dans la plupart des pays africains. Donc ces jeunes jouent ce rôle-là, tout en restant dans leur posture de vigie, de sentinelle. L'atonie des syndicats réformistes, donc tout ça fait que, bon, alors vous savez qu'il y a eu des forums sociaux également en Afrique, plusieurs forums sociaux, ça a servi également pour animer et agiter la société civile. Alors, pour résumer mon propos, on constate qu'un mouvement de fond similaire à celui du Burkina Faso fleurit un peu partout. Vous avez au Gabon, au Togo, en RCA, vous avez au Burundi des mouvements citoyens qui fleurissent, mais ils commettent la même erreur qu'on a commise au début des années 1990. Lorsqu'il y a eu la conférence nationale du Bénin en février 1990, il y a eu des pays qui se sont dit, bon, ben, il y a une brèche qui s'ouvre dans le glacis, on va essayer de pénétrer et de dupliquer ce qui a réussi en 10 jours au Bénin. Ça a été des échecs dans la plupart des pays, parce qu'ils ont voulu juste imiter. Alors, vous savez également par ailleurs, et la réserve qu'on peut émettre sur le fait qu'on puisse répéter la même révolution, vous savez que le Burkina n'est pas le Congo-Brazza. Dans certains pays, vous avez la répression, elle est forte. On n'hésite pas à tirer, à ordonner que les chars tirent sur la foule. Blaise Compaoré avait beaucoup de défauts, mais bon, il y a eu des morts, mais il n'a pas ordonné aux chars et tout de tirer sur la population. Donc ça, c'est pas mal. Et la liberté relative de la presse au Burkina Faso donnait des envies dans un pays comme la Gambie. Je ne sais pas si les gens connaissent la Gambie ici, dont parlait Sylvie Brunel tout à l'heure. C'est un tout petit pays, un appendice à l'intérieur du Sénégal, mais c'est un pays dirigé par quelqu'un qu'il ne faut pas hésiter à appeler un fou. Vous voyez, donc c'est ça. Donc aucun pays ne ressemble à l'autre, Sassou Nguesso. Et plus le pays est riche, plus il est difficile de renverser le baobab. Et vous verrez que toute l'Afrique centrale, c'est une glacis. On n'arrive pas à les renverser parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a du diamant, parce qu'il y a des métaux rares comme en RDC, le coltan, le diamant, l'or. Ils ont tout pour être heureux. Malheureusement, c'est la région où ils sont le plus malheureux en Afrique francophone. Hein. Parce que aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, si vous prenez les 15 pays de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, vous avez grosso modo 2 brebis galeuses. Vous avez la Gambie dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez également le Togo. Ce sont les 2 seuls pays qui, en Afrique de l'Ouest, ont des mandats à durée illimitée. Il n'y a pas de limitation du nombre de mandats. C'est les 2 seuls pays d'Afrique de l'Ouest où l'élection se fait à un tour. Si vous avez 20% au premier tour, vous êtes élu. Vous voyez, et comme beaucoup de pays d'Afrique centrale. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est les 2 brebis galeuses. Récemment,
l'organisation régionale, la CEDEAO, a essayé de modifier les choses et d'imposer dans un cadre régional l'extension de la limitation des mandats. Ça a été rejeté par les deux chefs d'État de ces pays-là. Alors, un autre facteur intervient, c'est l'extérieur. Moi, je suis pour les dynamiques internes. Ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 1990 en Afrique a été le fruit de dynamiques internes. Ce n'est pas le discours de la Baule, je l'ai dit tout à l'heure. La première cause, me semble-t-il, c'est la mort et l'assassinat, après un procès expéditif de Nicolae Ceausescu, l'ancien dictateur de Roumanie, parce que Ceausescu, c'était le chef de l'Est, le dirigeant de l'Est qui était allé le plus en Afrique. C'était le modèle pour un gars comme Mobutu. Et donc, le jour où il a été renversé, Mobutu a été malade une semaine. Parce que la chute du mur, certes, également, vous avez surtout le début du démantèlement de l'apartheid. À partir de 1989, ça a joué. La libération de Mandela l'année d'après, ça a beaucoup joué. Le discours de la Baule vient loin. Pourquoi? Parce que le discours de la Baule, comme je l'ai dit tantôt, est intervenu en juin 1990, c'est-à-dire après les conférences nationales du Bénin, février 1990, et la conférence nationale du Gabon en avril. Donc le discours de la Baule, oui, mais... Alors, Blaise Compaoré a pu être renversé parce que l'extérieur a également joué. Vous savez que le président français François Hollande a pesé de tout son poids pour qu'il s'en aille en douceur. Dans une lettre adressée à Blaise Compaoré, donc le 7 octobre 2014, il lui a proposé une sortie honorable avec un poste, il lui a fait miroiter un poste à l'international, sans doute à la tête de la francophonie où se préparait la succession du président Abdou Diouf. Vous voyez le problème, si on plaçait tous les dictateurs africains à la tête des institutions internationales, d'abord, je ne vois pas ce que ça donnerait. D'abord, il y a trop de chômage déjà, et donc je ne vois pas pourquoi on leur réserverait les postes des institutions internationales. Il y a un facteur qui a également joué, on en a très peu parlé au Burkina Faso, c'est la position américaine. Alors, ils ont été très, très ambigus, les Américains. Ils le sont dans les pays où il y a un ferment de rébellion en ce moment, parce que les ambassadeurs américains ne sont pas comme les ambassadeurs français. Ils sont moins, ils se baladent en bras de chemise et tout, et ils vont dans les meetings des jeunes. Les deux leaders du mouvement citoyen burkinabé m'ont confié qu'ils avaient écrit à tous les ambassadeurs en poste à Ouagadougou avant la chute de Blaise Compaoré. L'ambassadeur de l'Union européenne, le représentant, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France. Eh bien, le seul qui ne leur ait jamais répondu, c'était l'ambassadeur de France. L'ambassadeur des États-Unis, qui est un noir américain originaire du RDC, eh bien, il allait à toutes leurs réunions, y compris à l'intérieur du pays. Mais l'ambassadeur de France les a invités à dîner après la chute de Blaise Compaoré. Donc, c'est vous dire que les Américains, bon, pour eux, c'est vraiment c'est important. Ils sont mêlés ils les aident à se former. Ils les aident à comment se connecter quand on n'a pas le réseau au débit, quand on n'a pas d'Internet. Il y a des moyens. Donc, ils les forment, ces jeunes-là. Ils les forment et je dois avouer que la jeunesse africaine, enfin, de ces pays, les apprécie parce que c'est concret. Et voilà. Et la première personne, d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, qui se soit rendue à Ouagadougou après la chute de Blaise Compaoré, ben, c'était la secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Afrique, Bissa Williams. Je crois que je vais arrêter mon propos là, attendre des questions aussi bien de mon ami Loïc que de la salle. Merci. Merci à vous pour cette intervention très complète et très enrichissante. La première question que j'ai envie de vous poser avant de laisser la parole au public, c'est en fait c'est une double question. Au niveau des révolutions africaines, on peut se poser la question, non seulement effectivement si elles sont exportables, mais encore une fois si elles sont également nécessaires et si elles sont souhaitables. Dans la mesure où, lorsqu'une révolution est appuyée par l'extérieur, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, mais comme ça a été le cas au Burkina également, on peut se poser la question si le chef d'État qui est placé, entre guillemets, par l'extérieur sera légitime et s'il ne sera pas un pion,
question un peu provocante. Mais la deuxième, c'est finalement, est-ce que les révolutions en Afrique subsaharienne peuvent se faire comme les révolutions arabes? Est-ce qu'il peut y avoir un vrai élan? Vous avez parlé de mouvements citoyens, c'est vrai, mais on constate le risque également de conflits ethniques à partir du moment où le dictateur est renversé. Est-ce que le dictateur n'est pas également la rançon de la paix? Merci Loïc. La première chose, est-ce que l'intervention de l'extérieur est souhaitable? Je vais vous faire remarquer, la révolution américaine a été possible parce que les Français sont intervenus. Hein. C'est-à-dire, l'Afrique n'a rien inventé du tout. L'extérieur, quand il intervient pour aider les démocrates, pour aider le petit peuple à évoluer, à améliorer sa condition, à instaurer une démocratie, moi, ça ne me gêne pas. Ce qui est souhaitable, c'est que la dynamique soit interne, que tout parte de l'intérieur. Mais quand vous parlez d'intervention, parce que l'intervention de M. Sarkozy en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même type. Moi, je ne parle pas de ce type d'intervention. Il y a des ONG qui aident, il faut former les jeunes, il faut... mais je ne parle pas d'une intervention militaire. On n'intervient pas militairement pour imposer la démocratie. Ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des gens qui partent. En Espagne, il y a eu des brigades internationales. Vous savez, on a tous besoin d'un plus grand que soi. Ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième, c'est donc... À propos des conflits ethniques et des rivalités ethniques... Ouais, est-ce qu'il ne vaut mieux pas garder le dictateur? Vous savez, un dictateur n'est pas à l'abri d'une crise cardiaque. Donc le problème, c'est des êtres humains comme nous. Ils tombent malades, ils meurent, et il vaut mieux anticiper. Vous voyez, il ne faut pas dire le risque ethnique est là, donc M. Kagame, vous pourrez rester, Sassou Nguesso, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut que la démocratie s'installe, que les gens votent, que le pluralisme entre dans les mœurs et qu'on rôde les institutions. Ce sont des institutions jeunes, il faut les rôder. Il faut voir si ça marche et corriger le tir. Vous savez, il n'est pas interdit de modifier une constitution. C'est même souhaitable. Sans la modification de la Constitution américaine, il n'y aurait pas eu le 13e amendement. Les Noirs seraient encore des esclaves aujourd'hui. Ça a aboli l'esclavage et les servitudes involontaires. Donc, en 1865. Sans ça, il n'y aurait pas. Donc, une réforme constitutionnelle doit aider à aller du moins vers le plus, faire évoluer la société, parce que les sociétés évoluent, les technologies avancent, il y a des sociétés où les femmes sont quasiment enchaînées, il faut évoluer, l'excision, tout ça, des réformes de ce type sont souhaitables, parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge, il faut que l'Afrique avance, donc on a besoin de réformes, mais une réforme qui ne concerne que l'avenir d'un seul homme, c'est-à-dire sa pérennisation à la tête de l'État, je trouve que ce n'est pas une bonne réforme. Voilà. Merci. Alors donc, on va laisser la parole au public, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un micro, éventuellement? Est-ce qu'on peut avoir un micro? Bon, monsieur a un micro. Bonsoir. J'aimerais remercier mon aîné, monsieur Papkindé, pour son intervention. Je suis là, je suis ici. C'est en haut de la salle. Pour son intervention sur la révolution au Burkina Faso. Alors, j'ai suivi ce que vous avez dit et je suis d'accord avec vous sur la dynamique interne, qu'il y avait une volonté, c'est-à-dire de mettre fin à ces 30 ans du régime de Compaoré, surtout que Compaoré était le traître qui a été l'assassin de Sankara, Sankara qui était un grand espoir. En venant ici, je pensais plus qu'on allait aborder en fait la révolution de Sankara, parce que pour moi, une révolution, c'est-à-dire c'est l'alternative économique, c'est-à-dire qui va bénéficier des matières premières qui sont dans le sous-sol burkinabé et dans le sous-sol de l'Afrique en général. Alors, vous avez parlé de l'intervention américaine. John Kerry avait dit à Compaoré qu'il était clair et net que pour lui, il devait quitter le pouvoir. Bien au contraire, c'était l'ambassadeur français qui avait été ambigu, qui lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il franchisse une ligne rouge entre lui et ses opposants politiques. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous saviez que les mouvements de jeunes que vous dites, je ne suis pas contre ces mouvements-là, mais je veux porter un regard critique. Est-ce que vous saviez qu'ils sont financés par la fondation George Soros? George Soros qui est un néoconservateur américain. Ces mouvements comme Filimbi,
le Balai citoyen, et bien aussi Y en a marre au Sénégal. Est-ce que vous pensez que la présence, parce qu'aujourd'hui on passe d'une France-Afrique à une Amérique-Afrique, c'est-à-dire l'Amérique qui veut s'investir sur le continent africain, et je prends exemple sur le commandement intégré de l'Africom qui est basé aujourd'hui à Stuttgart et qui a la volonté de se projeter sur le continent américain. Donc ma question que j'aimerais vous poser, avec tous les respects que je vous dois, est-ce que vous pensez qu'il est réellement souhaitable d'avoir des alternances politiques de façade sans des alternatives économiques réelles et souveraines pour l'Afrique? Je vous remercie. Merci. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Sankara, mais enfin, bon, c'était pas le... c'est vrai que quand on pose des questions aux membres du Balai citoyen, quelle est leur idole, parce que j'ai quand même posé des questions. Entre Mandela, c'est toujours Sankara qui vient après. Mais il ne vous aura pas échappé que pendant les élections, il y a eu un candidat sankariste, mais ils n'ont pas appelé à voter pour lui. Parce qu'ils sont restés, ils veulent rester dans la posture de vigie et de sentinelle dont je vous ai parlé. Et vous avez totalement raison de dire que les pays africains doivent contrôler leurs richesses, le coton par exemple au Burkina Faso, l'agriculture, ça c'est évident. Quant à Georges Soros, je pensais m'être bien expliqué. J'ai parlé des Américains qui suivent de très très près et qui les financent. Moi, je n'en ai pas, mais les séances de formation, effectivement, et certains vont aux États-Unis où il y a des réunions. Par exemple, je donne un exemple. Ces mouvements sont en train de réinventer une forme de panafricanisme. Pourquoi? Ils étaient de tisser des liens au-delà des frontières. Vous voyez, la réunion ils ont fait une réunion au mois de mars, donc à Kinshasa. Le mois de mars l'année dernière, ils ont été réprimés. Des membres de Filimbi sont actuellement en prison, d'autres sont en exil à Bruxelles. Ils avaient arrêté les gens du Sénégal et du Burkina Faso qui ont été relâchés. Il y a à l'évidence, apparemment, le voyage des gens du Balai citoyen vers Kinshasa a été payé par l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Donc, je crois qu'il ne se cache pas. Hein, et le tout est de savoir, est-ce que la meilleure attitude, c'est que les Africains agissent de façon libre et autonome. Mais vous savez, si vous invitez le président, l'ambassadeur de France, vous lui dites, est-ce que vous nous recevez, est-ce que vous pouvez soutenir les démocrates africains ou burkinabés, que l'ambassadeur qui est par ailleurs un général, parce que c'est un général qui a remplacé un autre, hein, c'était le général Bett qui était là, et Gilles Thibault, l'actuel ambassadeur, est également un général. Et donc, qui ne vous répond pas, bon, ne vous étonnez pas qu'il y ait d'autres, des Chinois ou bien des Américains qui interviennent. Je n'ai pas caché que cet ambassadeur, que je connais par ailleurs, parce qu'il m'a dit qu'il lisait mes papiers lorsqu'il était dans le sud Kivu. Bon, mais c'est l'ambassadeur, il est là-bas, il parle français comme vous et moi, et c'est lui qui travaille ces jeunes-là. Il va à leurs réunions, et donc il paye leur billet. Bon, c'est vrai que ça pose d'autres problèmes d'autonomie, d'indépendance par rapport au mouvement, et c'est réel. Mais à qui la faute? Merci. Monsieur? Je remercie d'abord le conférencier pour son brillant exposé. C'était assez original. Mais cependant, à la lumière des élections burkinabées, l'on se rend compte que le président élu faisait partie du sérail de Blaise Compaoré. Donc, quelque part, est-ce que les objectifs de cette révolution burkinabé ne seraient-ils pas biaisés? En tout cas, c'est le sentiment que j'ai quelque part. S'il faut avoir comme président de la République, après la révolution, la transition qui a fait place à cette révolution, et puis des élections démocratiques qui se sont effectuées, est-ce que quelque part, cette alternance et ces différents sursauts citoyens-là ne sont pas biaisés? En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que le président qui a été élu, Roch-Marc Christian Kaboré, était un dignitaire de l'ancien régime. Vous savez, le Burkina est un pays jeune, comme je l'ai dit. Il faut voir, 65% de la population a moins de 25 ans. Ils se connaissent tous et on ne fabrique pas une administration ni une classe politique du jour au lendemain.
la plupart des révolutions, souvent, qu'est-ce qu'elles ramènent au pouvoir? Des gens qui ont exercé le pouvoir par le passé, qui ont une certaine expérience, mais qui se sont peut-être à quelques mois, quelques années, démarqués du pouvoir qui était en place. C'est le cas. Je sais, pour avoir posé la question à Smoky et à Samska, qu'ils ne voulaient pas être président de la République. Ils ont essayé de monter la candidature de Mme Sankara, donc Mariam Sankara. Elle a refusé d'aller au charbon. Elle a préféré rester également sur la touche et observer les choses. Donc, la nature ayant horreur du vide, il fallait un président au Burkina Faso, mais le plus intéressant, c'est qu'il fallait qu'il soit élu. Et ce que le grand public ne sait pas, vous savez, la commission électorale qui a organisé les délais des élections, elle n'est pas différente de la commission électorale qui organisait les élections sous Blaise Compaoré. C'est exactement la même composition. Cette commission est dirigée par Maître Kéré, et qui était celui qui organisait les élections sous Blaise Compaoré. Donc, vous voyez, et vous savez également au Sénégal que le Conseil constitutionnel du Sénégal qui était contesté sous Wade, c'est ce Conseil constitutionnel qui a proclamé l'élection de Macky Sall et qui l'a investi. Donc, vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes. Dès que les gens, les institutions le permettent, lorsque l'environnement le permet, les mêmes personnes deviennent assez autonomes et deviennent indépendants. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, Abdoulal Fadia, je suis enseignant en économie à l'Institut supérieur de management de Dakar. J'avais deux questions pour M. Patinde. La première, c'est en rapport un peu avec le thème de son intervention. Est-ce que la révolution burkinabé est-elle exportable? Et je voudrais lui poser la question suivante, étant donné que c'est un analyste du continent africain depuis de longues années. Quel est le bilan aujourd'hui de toutes les révolutions, autant les bonnes et les mauvaises, qui se sont déroulées depuis 50 ans en Afrique? Est-ce qu'il y a eu des révolutions dont l'espérance n'a pas été quelque part trahie? Et donc, à mon avis aussi, si on se demande est-ce que les révolutions sont exportables, elles le sont si effectivement elles produisent quelque chose peut-être qui, sur longue durée, vaut mieux que ce qu'on a cherché un peu à balayer. La deuxième question, je profite de l'occasion que j'ai, je voulais vous la poser tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est concernant, comment dirais-je, tout le débat aujourd'hui qu'il y a sur certaines dispositions constitutionnelles sur notre continent. Vous savez qu'au Sénégal, ce dimanche, il y aura des élections, il y aura un référendum sur 15 points de réforme constitutionnelle. Et un des points de la réforme consiste à dire que la durée du mandat présidentiel est ramenée à 5 ans. Ça, on peut le comprendre. Mais ensuite, que cette disposition n'est pas révisable. Est-ce qu'il n'y a pas un piège à essentialiser des choses qui peut-être ne le sont pas? Parce que pour moi, je comprends effectivement que la question de la limitation des mandats soit une question importante, mais essentialiser la durée d'un mandat, pourquoi 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un piège? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être les germes pour l'avenir de contestation ou en tout cas de conflits internes qui pourraient effectivement dégénérer? En vous remerciant par avance. Merci. Je commence par la deuxième question. Vous savez, la durée du mandat, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, en tout cas francophone, c'est de 5 ans. Donc il y a, bon, tout le monde, en Afrique centrale, c'est un peu plus complexe. Vous avez du 5 ans, vous avez du 7 ans. Voyez. Donc, bon, le fait que ce soit... Ce qui me paraît le plus important dans le référendum de dimanche prochain au Sénégal, c'est que le président a été élu pour 7 ans. OK ? Et qu'il a promis, personne ne l'a obligé. J'habitais à Dakar d'ailleurs à ce moment-là, puisque je travaillais pour le HCR. J'étais le porte-parole pour l'Afrique de l'Ouest, mais basé à Dakar à ce moment-là. Et que lui-même s'est engagé à faire une réforme, mais à ramener le mandat à 5 ans, à se l'appliquer. Apparemment, le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord, donc ça ne s'applique pas à lui. Bon, moi, ça ne me gêne pas que ce soit 5 ans. Il y a tout en Afrique. Vous avez du 7 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez du 4 ans. Nigeria, Ghana, c'est 4 ans le mandat. Et certains trouvent que ce n'est pas suffisant, parce qu'en 4 ans, on ne peut pas faire grand-chose, et qu'après, les États-Unis d'Amérique, c'est 4 ans également. Bon, vous avez du 6 ans. Au Libéria, Mme Ellen Johnson Sirleaf, elle a été élue pour 6 ans, et elle avait également promis, c'était la seule femme à l'époque, présidente de la République sur le continent, elle avait promis
de ne pas faire un second mandat. Ce que la Constitution l'autorisait à faire, elle n'a pas tenu sa parole. Ça prouve que également les femmes, elles exercent le pouvoir d'État comme les hommes. Donc, elle s'est présentée, elle a eu un second mandat de 6 ans. Donc, moi, je n'ai pas de religion en matière de la durée du mandat. Voyez. Donc, pour revenir à la première question qui est très intéressante, c'est sur les révolutions. Bon, je ne vais pas parler de toutes les révolutions qu'il y a eu en Afrique. Il y en a eu pas mal. À commencer par dans mon pays, il y a eu un semblant de révolution marxiste-léniniste qui nous a tous poussés à l'extérieur, puisqu'on a tous pris la pirogue, on est parti à l'étranger. Moi, j'ai abouti en France, et la Guinée, vous connaissez tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette nouvelle révolution, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est une révolution citoyenne. Quel est le fait des jeunes, le fait de jeunes modernes, branchés, et le fait de jeunes qui restent dans la posture de vigie, que des gens qui allient la poésie. C'est presque une révolution avec des fleurs. Vous voyez, c'est un mouvement non violent, ils insistent sur ça. Vous savez, par exemple, au Burkina Faso, qu'après toutes les manifestations, ils ont demandé à leurs militants de balayer les rues. On ne peut pas s'appeler balai citoyen sans balayer les rues. Pas un papier dans les rues à Ouagadougou, ils ont tous balayé. Vous savez également que la plus importante manifestation de ces jeunes à Ouagadougou, il y a eu des casses. Il y a eu ce qu'on appelait à un certain temps des casseurs en France, mais qui se sont mêlés à eux, qui ont cassé des vitrines. Ils ont lancé des appels pour que les voleurs, les pillards, ramènent ce qu'ils ont volé. Et certains ont ramené les biens, les télés, les postes de radio et tout. Donc, il y a un aspect citoyen qui est très, très intéressant chez eux. Et c'est ça qui me plaît dans ce mouvement. J'ai un parti pris, un tropisme, c'est vrai, mais le fait de les avoir rencontrés, de les avoir écoutés, de voir leurs préoccupations, je sais que les États-Unis d'Amérique essaient de récupérer ça. C'est de bonne guerre. Vous savez qu'au Burkina Faso, ce n'est plus un pays totalement sous joug français, parce que les forces spéciales américaines sont là-bas depuis des années. Et les forces spéciales françaises sont là, elles cohabitent. Vous savez qu'à Djibouti aujourd'hui, il n'y a pas que les Français. Il y a la base française, la plus grande, mais vous avez également les Chinois, vous avez même des Japonais qui viennent, vous avez également les Américains qui sont à Djibouti. Donc il y a un partage de ces positions qui étaient supposées être francophones ou françaises et qui maintenant sont partagées parce qu'on est dans le multilatéral. Merci. Avant de passer à la prochaine question, je rebondis simplement sur ce que vous venez de dire. Vous avez insisté plusieurs fois sur l'aspect non violent. Je pense que c'est effectivement très important. Ça a permis la révolution au Burkina. Vous avez parlé tout à l'heure d'autres pays où le régime est répressif. Mais dans ces pays-là, à ce moment-là, j'en reviens au sujet, comment la révolution est exportable si les gens se font tirer dessus? Absolument. J'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile au Congo-Brazza. Aujourd'hui, vous avez un président autiste qui ne coûte personne, qui est assuré de son bon droit, qui a beaucoup d'argent, qui distribue des mallettes, et pas seulement aux Africains. Vous avez ce président qui croit contrôler tout, qui se défie de l'âge, qui pense qu'il est éternel. Et donc voilà, la situation est ainsi faite, et ces gens n'hésitent pas à tirer sur la population. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso, il y a eu, mais au Sénégal. Au Sénégal, le mouvement citoyen, d'ailleurs il fallait le dire, le mouvement citoyen n'est pas resté en marge. Puisque le mouvement citoyen sénégalais, Y en a marre, a appelé à voter en 2012 pour Macky Sall. Ils ont appelé à voter pour Macky Sall. C'est un mouvement qui a 5 ans, qui a eu 5 ans le mois dernier, et ils ont appelé à voter pour Macky Sall. Donc eux, ils se sont mêlés, ils sont descendus dans le marigot politique. Donc, je pense que pourquoi ce n'est pas exportable? Parce que chaque pays a sa réalité propre. Au Burundi, vous levez, les colonnes, les escadrons de la mort passent la nuit et vous trouvez les cadavres et sans tête dans les rues. Ouais, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas demander à des jeunes mal organisés d'aller à la bagarre avec ça. Parce qu'il y a des pays qui sont encore dirigés par des fous. Et voilà, c'est tout. Et qu'on leur pardonne parce que l'Occident ou d'autres ferment les yeux sur ça. Pourquoi? Parce que c'est des Émirats. C'est des Émirats, on a besoin de pétrole, on a besoin de débouchés pour nos entreprises, on a besoin de tas de choses. Il y a le chômage frappe en Occident, il y a des problèmes. Les régimes les plus progressistes reculent parce qu'il y a la montée de l'intolérance. Et donc, pour ne pas laisser le champ libre à ces mouvements intolérants, on ferme les yeux sur voilà, les écarts et les incartades dans ces pays-là. Merci. Question suivante. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle André Prochasson, je suis un citoyen grenoblois.
Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Patindé et je partage son optimisme joyeux. Je pense que ça nous fait vraiment chaud au cœur de savoir ce qui s'est passé au Burkina Faso. Personnellement, ça me fait d'autant plus chaud au cœur qu'il y a 2 jours, j'échangeais sur Skype avec un jeune que nous avons rencontré qui est à Ouagadougou. Alors, cependant, bon, je voudrais prolonger ce qui s'est dit il y a quelques minutes sur Georges Soros, si vous voulez. J'ai fait la connaissance, pas personnelle, mais dans mon cheminement personnel, lorsque je me suis intéressé, il y a plus de 20 ans, à ce qui s'est passé en Yougoslavie. Et curieusement, à ce moment-là, on s'est aperçu que Georges Soros était derrière. Alors moi, à l'époque, je ne connaissais pas Soros et je pensais que c'était un généreux philanthrope. Bon, j'étais content, naïvement, j'étais content de savoir que on pouvait être capitaliste américain, être très riche et donner de l'argent à des mouvements démocratiques. Et puis le temps est passé et l'année dernière, j'ai retrouvé le nom de Georges Soros dans un bouquin de Fanny Pigeot qui a écrit un livre tout à fait passionnant sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Et curieusement, elle a consacré tout un chapitre à Georges Soros où elle explique comment la stratégie de ces hyper-capitalistes, hyper-ultra-libéraux avait comme stratégie la déstabilisation des États à chaque occasion. Et là, je vois, elle présentait, et nous voyons une certaine cohérence se dessiner de la Yougoslavie à l'Ukraine et à la Côte d'Ivoire, où Soros a financé des ONG. Donc c'est un peu, mon rôle ici est un rôle de lanceur d'alerte, mais en alertant nos amis démocrates d'Afrique, et notre travail à nous Français, c'est d'être à leur côté. Excusez-moi, je vous interromps juste. Votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'était, ne faut-il pas lancer une alerte aux démocrates africains par rapport à ces manipulations vraisemblables? Merci. Un mot sur cette question à laquelle vous avez déjà répondu? Oui. L'appel a été entendu. Je pense qu'il était destiné à l'ensemble de l'auditoire. Merci. Une autre question, monsieur. Bonjour. Madame, pardon. Merci pour votre intervention. J'aimerais savoir quel est le rôle de la femme dans cette révolution et spécialement dans ces mouvements de jeunes. Merci. Merci, excellente question. Et vous doutez bien que je m'en suis préoccupé, j'ai posé la question. Il n'y a aucune femme dans l'organe de direction du Balai citoyen. Et aucune femme dans la direction de Félimbi, l'équivalent en RDC. En revanche, dans l'organisation des manifestations, il y a beaucoup de femmes. Mais dans les organes de direction, c'est purement masculin. Et d'ailleurs, c'est assez intriguant. Voilà. C'est vrai, vous avez absolument raison. Monsieur. Oui, Patrice Passy, j'étais en train de sourire ce matin en lisant le thème de votre intervention. La révolution burkinabé est-elle exportable? Vous avez tout à l'heure, en répondant à une question, dit qu'elle n'est pas exportable. Cependant, j'aimerais mettre en avant 2 points sur lesquels je vous invite à réfléchir ou à partager plus tard ou maintenant, si vous le pouvez. C'est il y a quand même une constance dans tous les pays africains, le besoin de changement. Il y a une difficulté fondamentale, la méthode pour y accéder ou pour y arriver. Alors, j'étais en train de me dire, je crois que le problème fondamental pour que ces révolutions continuent, se mettent en place, etc., c'est de réfléchir sur quelle intelligence des situations à développer en face de cette envie, besoin de changement. Alors, je voulais savoir, vous qui réfléchissez souvent, qui écrivez sur ces questions, quelle est votre réponse par rapport à cette lacune, à ce besoin et surtout à l'intelligence à mettre en œuvre? Merci. Merci. Et je suis totalement d'accord avec vous. Je n'ai pas dit, c'est parlant du Burundi que j'ai évoqué le fait, parce que dans mon exposé, j'ai montré les arguments qui militent en faveur de l'exportabilité, si vous me permettez ce mot. Et après, j'ai nuancé pour certains pays, dont le Burundi, dont le Congo-Brazza actuellement. Vous savez que depuis octobre, les amis essaient d'organiser des manifestations. La première manifestation a marché, après,
On a commencé à tirer, et donc conséquence, on va vers une élection qui est totalement tronquée dimanche prochain. Vous voyez? Donc je pense que l'intelligence, le terrain commande, comme diraient les militaires. Chaque terrain a besoin d'une adaptation. Et il y a le fond commun, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est intéressant. Et vous savez qu'il y a plein de réunions, il y a un bréviaire du mouvement citoyen qui a été rédigé et adopté au Burkina Faso lors d'une réunion de l'ensemble des mouvements citoyens à Ouagadougou l'année dernière, au mois de mai. Il y a un document qui montre comment s'adapter au terrain, comment distribuer des tracts, comment faire des tags, comment faire des barrages sur les routes. Donc, il y a le b.a.-ba de l'action citoyenne. Ça existe. Et je vous ai dit tout à l'heure également qu'il y avait une naissance d'une nouvelle forme de panafricanisme. Vous savez, le rêve de tous les Africains, ça a été de poursuivre l'œuvre de Nkrumah ou bien de Du Bois et tout, avec les mouvements panafricains de Nkrumah, de Lumumba et tout, et que ce rêve a été abandonné. Il y a eu une pause à un moment donné. Et ce qui est intéressant avec ces jeunes, c'est qu'ils essayent de tisser des liens transfrontaliers, c'est de partager. Il y a d'ailleurs un nouveau boulot qui est né, c'est que on leur fait appel, il y a un appel en expertise de ces mouvements. Au Togo, ils les ont appelés, et les Togolais n'ont pas fait preuve d'imagination. Vous savez comment ils ont appelé leur mouvement? Ballet citoyen. Ça ne veut rien dire. Ça ne correspond pas à la réalité du Togo. Et vous voyez, le ballet pour les Burkinabés, ça signifie quelque chose. Et donc, il faut s'adapter aux situations. Mais il est vrai également que la répression est plus forte dans certains pays que dans d'autres. Merci. Alors, je vous invite peut-être à une dernière question. Et on mettra fin à la conférence, sachant que vous pourrez évidemment poser vos questions ensuite indépendamment à M. Kpatinde. Dernière question. Ici, là-haut. On n'a pas de micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ce n'est pas une question, c'est pour apporter une précision concernant la question qui a été posée sur la femme. Je suis originaire du Burkina et je voulais juste ajouter que les femmes ont joué un grand rôle, bon, en tout cas un rôle dans... Pardon? Dans l'élite dirigeante de Ballet citoyen. Ah, ok. C'est ça que je disais, dans les structures dirigeantes. Elles ont joué un grand rôle. Ah oui, excusez-moi. Mais je vous laisse, allez-y d'abord, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, d'accord. Ok, c'était pour dire que les femmes ont joué un rôle. Elles ont fait organiser une manifestation dans 2 associations, organisée le 27 octobre, une grande manifestation qui a mobilisé de nombreuses femmes avec des spatules. Et lorsque cette manifestation a eu lieu, tout le monde a conclu que c'était fini pour Blaise Compaoré parce que dans la tradition, lorsque les femmes se manifestent, ça veut dire que c'est déjà gâté, comme on l'a dit. Voilà. OK. Merci. Et en fait, en guise de réponse, ce que je disais, c'est dans les structures dirigeantes de ces mouvements, il n'y a pas de femmes. Mais les femmes, j'ai rajouté que les femmes ont joué un rôle pour les manifestations et tout ça. Mais peut-être que vous n'aviez pas entendu. Mais je parle des structures dirigeantes, les chefs de ces mouvements, il n'y a pas de femmes. C'est ça le problème. Entre Smoky, Samska, Maître, comment il s'appelle? Maître, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas de femmes. Et dans Y en a marre aussi, dans la structure dirigeante, vous n'avez pas de femmes. Ce n'est pas normal. Merci. Il y a une question encore. Merci à tous. On va devoir mettre fin à la conférence. Merci à tous pour votre participation. Merci, M. Kpatinde. Merci.